l'armée ukrainienne repousse officiellement les envahisseurs. La ligne de front de Poutine se fissure sous une pression immense. La situation a évolué et c'est encore mieux. La frappe en profondeur menée par l'Ukraine vient de causer des dégâts estimés à plus d'1 milliard de dollars en Russie. Cette vague massive de victoires bouleverse complètement l'échiquier diplomatique. Nous allons convaincre par une grande offensive comment nos courageux défenseurs ont-ils réussi à renverser la situation contre toute attente. Parlons-en. Bonjour. Voici Ukraine Today. Je suis Tetiana Bogomaz. En reprenant l'initiative stratégique, les forces armées ukrainiennes ont surpassé les avancées territoriales russes, réalisant une percée massive et positive le long de la ligne de front. Récemment, le commandant en chef Oleksandr Syrskyi a publié les résultats opérationnels officiels, confirmant que plus de 600 km de territoire souverain ont été repris depuis le début de cette année. Malgré la pression constante de la Russie à Pokrovsk et Ouliaïpol, le ratio de terres libérées par rapport aux terres perdues en mai a atteint plus de 100 km², strictement en faveur des Ukrainiens. Soyons totalement honnêtes. Pendant des mois, les sceptiques des médias occidentaux n'ont cessé de répéter la même vieille histoire, affirmant que la ligne de front était figée et que l'Ukraine ne pouvait pas avancer. Eh bien, le général Oleksandr Syrskyi est officiellement intervenu et a renversé cette narration. Les nouvelles données officielles sont publiées et c'est une victoire éclatante pour nos défenseurs. Depuis le début de cette année, les forces armées ukrainiennes ont réussi à libérer de terre des mains des occupants. Et regardez les chiffres rien que pour le mois de mai. L'Ukraine a capturé près de 100 km² de plus qu'elle n'en a perdu. Cela signifie que l'offensive russe est complètement à bout de souffle. Nos soldats tiennent la ligne dans des conditions brutales, mais ils contre-attaquent aussi, frappent l'ennemi là où ça fait mal et reprennent nos villes. Pour la première fois depuis longtemps, les gains territoriaux nets de la Russie plongent dans le négatif. L'armée ukrainienne prouve qu'avec les bonnes tactiques et un courage constant, nous pouvons redessiner la carte selon nos propres conditions. La guerre asymétrique en profondeur à l'arrière du front. La stratégie unifiée de frappe à longue portée des Ukrainiens inflige des dégâts financiers et logistiques astronomiques à la machine de guerre russe. Selon l'état-major général, les opérations de frappe en profondeur de l'Ukraine en mai ont touché 111 cibles de grande valeur, anéantissant d'importantes infrastructures pétrolières, des usines militaires et des centres de transport. Mais nos héros ne se battent pas seulement dans les tranchées. Ils sont en train de détruire complètement l'arrière profond de la Russie. Le général Syrskyi a confirmé qu'au mois de mai seulement, les frappes ukrainiennes de drones et de missiles à longue portée ont causé plus d'1 milliard de dollars de dommages économiques directs à l'ensemble de la Fédération de Russie. Pour la première fois, dans le cadre d'un plan opérationnel unifié, le système de frappe en profondeur ukrainien a ciblé des complexes militaro-industriels et des centres énergétiques en plein cœur de Moscou et de sa région. À Marioupol occupé, une frappe de haute précision a complètement rasé une sous-station électrique centrale, plongeant tout le port militaire dans l'obscurité. En Crimée occupée, nos drones coupent systématiquement leurs lignes ferroviaires, brûlent des transformateurs à Vardiiske et détruisent des locomotives. Coupure totale du corridor terrestre. Les unités de frappe ukrainiennes ont effondré la principale artère militaire russe reliant la péninsule occupée au front sud. Suivie d'une seconde frappe dévastatrice, une opération coordonnée de drones ukrainiens a complètement mis hors service le pont stratégique de Tchongar, stoppant tout transit militaire. Parlons maintenant de la façon dont l'armée ukrainienne transforme ses gains territoriaux en un cauchemar logistique permanent pour le Kremlin. Si vous voulez savoir à quoi cela ressemble quand nous coupons les vivres au front sud de Poutine, il suffit de regarder les ruines fumantes du pont de Tchongar.
Au cours des dernières 48 heures, l'unité d'élite de drones ukrainiens appelée 9-2 ainsi que le premier régiment d'assaut séparé ont lancé une offensive hautement coordonnée. Ils ont déployé notre nouveau FirePi, fabriqué localement dans des drones kamikazes, ainsi que les énormes systèmes lourds Behemoth pour pulvériser le tablier du pont. C'est la véritable fin de partie pour le corridor terrestre russe. Le pont de Chongar est la route la plus courte et la plus vitale que le Kremlin utilise pour acheminer des blindés lourds, des munitions et des troupes fraîches depuis la Crimée directement vers les zones de combat actives à Zaporijia et Velika Novosilka. Les dégâts sont si catastrophiques que le pantin installé par la Russie, Vladimir Saldo, a paniqué ouvertement. Il a complètement fermé le pont, forçant tous les camions militaires à faire un immense détour de 240 km à travers les steppes à découvert. Mais devinez quoi? Ces itinéraires de détour sont déjà entièrement surveillés par les drones ukrainiens à longue portée. Le commandant Robert Brody Madera vient de confirmer que le commandement russe a officiellement été contraint d'interdire le transport militaire dans cette zone en raison de la perte de contrôle du territoire. La Crimée n'est plus une base d'approvisionnement sûre. Elle est officiellement isolée. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour les semaines à venir? Nous n'avons pas besoin de deviner. Nous pouvons l'entendre directement de la bouche du principal intéressé. Les commandants en chef de nos unités de première ligne les plus célèbres, comme la 3e brigade d'assaut séparée et le 475e régiment d'assaut, envoient des signaux clairs depuis les tranchées. Ils disent ouvertement au public que ces frappes systématiques sur les infrastructures russes ne sont pas aléatoires. Il s'agit d'une préparation délibérée et hautement tactique en vue d'une offensive majeure. En détruisant la sous-station ferroviaire de Vardiske, en anéantissant les réserves de pétrole à Rouchouvaya et en faisant sauter le pont de Chongar, nos brigades s'assurent que, lorsque la grande offensive aura lieu, l'ennemi n'aura ni carburant, ni munitions, ni aucune possibilité de battre en retraite. Réfléchissez-y. La Russie ne peut pas déplacer ses chars, elle ne peut pas alimenter ses radars, et elle ne peut même pas fournir d'essence à un quart de ses propres régions intérieures parce que les raffineries sont en flammes. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote opèrent avec une précision de classe mondiale, neutralisant plus de 88 000 cibles ennemies en seulement 30 jours. Nous sommes en train de ruiner complètement la logistique de Poutine. L'Union européenne a autorisé des navires de guerre en Méditerranée à inspecter les navires étrangers soupçonnés d'appartenir à la flotte fantôme de la Russie, selon la haute représentante pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas. Ces mesures concernent non seulement les sanctions, mais aussi la sécurité de la navigation. Le 21e paquet de sanctions contre la Russie sera prêt dès cette semaine, selon la Commission européenne. La proposition sera soumise au Conseil de l'UE pour approbation. Le chef de la diplomatie européenne a annoncé que le nouveau paquet de sanctions comprendra des mesures contre le complexe militaro-industriel russe ainsi que des restrictions visant la flotte fantôme de la Fédération. Dans le même temps, Kaja Kallas a indiqué qu'en amont de la réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UE prévue pour le 15 juin, un ajout est en cours de préparation à la liste des personnes et organisations liées au complexe militaro-industriel russe et à la propagande du Kremlin. Les partenaires de Kiev ne doutent pas de la nécessité d'accroître la pression des sanctions sur Moscou, a assuré le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Sur le champ de bataille, le temps ne joue plus en faveur de la Russie. Poutine perd de l'argent, des hommes et de l'élan. C'est précisément pour cette raison que la Russie intensifie ses attaques contre la population civile ukrainienne. L'échange de vues entre les ministres aujourd'hui a une fois de plus démontré une forte unité dans le soutien à l'Ukraine et l'augmentation de la pression sur la Russie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les sanctions occidentales ont déjà coûté à Moscou environ 1,2 à 1,5 billion de dollars. Pour la réunion du Conseil des Affaires étrangères la semaine prochaine, mon équipe a proposé plus de 80 ajouts potentiels aux listes de sanctions, visant le complexe militaro-industriel russe, les auteurs de violations des droits de l'homme et les propagandistes. Brique par brique, nous démantelons les fondations de l'économie de guerre russe.
Pour bloquer les failles qui permettent à l'agresseur de contourner les sanctions, l'Union européenne a autorisé les navires de guerre des États membres de l'UE en mer Méditerranée à arrêter et inspecter les pétroliers appartenant à la flotte fantôme de la Russie dans le cadre de l'opération Irini. Cette mission navale de l'UE a été lancée en 2020. Elle visait à l'origine à surveiller l'embargo sur les armes de l'ONU contre la Libye, à lutter contre la contrebande de pétrole et à combattre la migration illégale. En 2025, le mandat de l'opération a été élargi. Désormais, elle inclut également la surveillance et la collecte d'informations sur d'autres activités illégales. À présent, Bruxelles a annoncé l'élargissement de l'opération Irini de l'UE pour inclure les navires de la flotte fantôme russe. Au cours des 3 premiers mois de 2026, la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la Belgique ont arrêté ou détenu 7 navires de la flotte fantôme. De telles mesures obligent les pétroliers à modifier leurs itinéraires, ce qui nuit à la Russie. Mais les arrestations et détentions de pétroliers sont encore plus coûteuses. Selon Forbes, une seule journée d'immobilisation d'un navire coûte entre 600 000 et plus de 2 millions de dollars. Notre opération Irini a changé ses règles d'engagement et inspecte désormais les navires. Nous revoyons donc l'approche de différents pays envers ces navires, vu le danger. Le but reste d'empêcher la Russie de financer cette guerre. En avril 2026, l'UE a approuvé son 20e paquet de sanctions contre la Russie, qui comprend des restrictions sur les pétroliers transportant du pétrole russe ainsi qu'une interdiction de plusieurs services liés à son transport. Mais à ce moment-là, le principal coup a été porté au secteur bancaire de l'agresseur. Une interdiction sectorielle complète a été imposée aux activités des fournisseurs et plateformes enregistrées en Russie qui permettent le transfert d'actifs cryptographiques. L'Union européenne a également interdit les transactions avec des actifs financiers numériques indexés sur le rouble russe. 2 douzaines de banques russes ainsi que des institutions financières de pays tiers qui aident le Kremlin à contourner les sanctions ont également été soumises à des restrictions. Tant les entreprises que les personnes associées impliquées dans le développement et la production de produits militaires. L'UE a imposé des restrictions à 16 organisations basées en Chine, aux Émirats arabes unis, en Ouzbékistan, au Kazakhstan et au Bélarus, qui fournissaient à la Russie des biens à double usage ou des armements. Karina Loloyan pour la chaîne Freedom TV. Les pays de l'OTAN envisagent de nouveaux engagements de financement militaire pour l'Ukraine, totalisant 70 milliards de dollars. Ces annonces sont prévues le mois prochain lors du sommet de l'Alliance à Ankara. Selon des diplomates en poste à l'OTAN, le président Volodymyr Zelensky a déjà confirmé qu'il dirigera personnellement la délégation au sommet de l'OTAN. Le président Donald Trump assistera également à la réunion de l'Alliance. Quelles décisions sont en préparation concernant l'Ukraine ? L'Alliance de l'Atlantique Nord entre déjà dans la phase finale des préparatifs pour le sommet d'Ankara. Le soutien à l'Ukraine devrait y devenir l'un des principaux sujets, et l'une des questions clés reste la proposition du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, demandant aux pays membres de l'Alliance d'allouer 1,4% de leur PIB à l'aide à l'Ukraine. Nous faisons partie des priorités du sommet. C'est précisément pourquoi un débat aussi animé se poursuit. En quels termes ce soutien devrait-il être mesuré? Comment cela devrait-il être formalisé? Alona Hetmanchuk, chef de la mission ukrainienne auprès de l'OTAN, en direct du marathon de Jedini Novini. Lors de la réunion du Conseil Ukraine-OTAN qui s'est tenue à Kiev le 3 juin, les partenaires ont réaffirmé leur volonté de continuer à soutenir Kiev, notamment dans le domaine de la défense aérienne et antimissiles. Volodymyr Zelensky a déclaré que de nouvelles contributions des partenaires au programme Pearl sont attendues dès le mois de juin, ce qui devrait renforcer les capacités de défense de l'Ukraine. Il a également souligné l'importance de créer un système européen anti-balistique propre. Je suis reconnaissant envers chaque pays qui se tient à nos côtés dans cette démarche. Cela inclut la France, la Norvège, l'Allemagne, le Danemark, la Suède, l'Italie et d'autres. L'Europe deviendra véritablement plus forte lorsque ce résultat sera atteint. Ce n'est pas une question de savoir si cela arrivera, mais quand, et cela se produira, mais le temps est d'une grande importance et nous devons agir plus rapidement. Nous avons discuté du sommet de l'OTAN à Ankara avec le secrétaire général de l'OTAN. Pour l'Ukraine, il y a une invitation. Nous serons représentés et surtout, le sommet doit apporter des résultats concrets pour l'Ukraine. L'antibalistique est l'un de ces résultats possibles.
Le président américain Donald Trump assistera également à la réunion de juillet des chefs d'État de l'OTAN. Le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que l'administration Trump n'a pas l'intention de quitter l'OTAN, mais qu'elle ne renoncera pas à ses exigences de réformes significatives. Cela fait référence à l'augmentation des dépenses de défense par les États membres de l'Alliance. Je pense que la prochaine réunion de l'OTAN en Turquie en juillet sera probablement la réunion la plus importante de l'histoire de l'OTAN, car il y a certaines questions qui doivent être clarifiées. Les pays européens prennent de plus en plus conscience que soutenir l'Ukraine n'est pas seulement un acte de solidarité, mais aussi une question de leur propre sécurité. Si l'Europe cherche à protéger ses frontières et à renforcer ses capacités de défense sans dépendre excessivement des États-Unis, elle a besoin de l'Ukraine, tout comme l'Ukraine a besoin de l'aide européenne, écrit The Economist. Après la réduction de l'implication américaine, c'est l'Europe qui assume progressivement le rôle de leader dans le soutien à Kiev. Il ne s'agit pas seulement d'une aide financière et militaire, mais aussi d'efforts diplomatiques et de l'intégration future de l'Ukraine dans les structures européennes. L'augmentation des dépenses européennes et des ressources allouées à la défense après 2022, ainsi que les efforts pour développer l'industrie de la défense, créent en réalité un environnement favorable. La Turquie possède des capacités et un potentiel très important en matière de production et de développement. L'Europe a également besoin de solutions pouvant être mises en œuvre très rapidement. En fait, on peut dire que les conditions sur le terrain sont très favorables. Pour que cette coopération se développe de manière saine, une volonté politique au plus haut niveau est nécessaire. Comme nous l'avons observé ces dernières semaines, dans des pays comme l'Allemagne et la Belgique, nous constatons un renforcement de certains signaux positifs dans cette direction. Le président finlandais Alexander Stubb a appelé l'Union européenne à voir grand et à saisir le moment géopolitique pour renforcer son influence dans le monde. Selon lui, l'UE pourrait s'élargir à 40 États membres, en admettant non seulement l'Ukraine et la Moldavie. Parmi les participants potentiels figurent le Royaume-Uni, la Turquie, la Norvège, le Canada et l'Islande. Dans un discours en Allemagne, Friedrich Merz a également déclaré que l'Union européenne prévoit de commencer un processus progressif d'admission des pays des Balkans occidentaux dans le bloc. Vous avez tout vu que le président Macron et moi avons fait une proposition concernant les prochaines étapes. Je dois dire que je suis extrêmement reconnaissant que cela n'ait pas été seulement notre proposition commune, mais qu'elle ait également reçu une large approbation au sein du Conseil européen et parmi les États des Balkans occidentaux. Nous entamons maintenant un processus qui permettra progressivement aux États des Balkans occidentaux de rejoindre l'Union européenne. Le principal message d'aujourd'hui, et il le restera, c'est que nous voulons vous voir. Dans le cadre de la préparation d'une nouvelle stratégie européenne de sécurité, le Service européen pour l'action extérieure prévoit d'élargir de manière significative le rôle du Centre de renseignement et de situation de l'UE. C'est ce qu'a rapporté le Service de renseignement extérieur de l'Ukraine. L'objectif de la nouvelle stratégie est d'améliorer le système de partage des informations de renseignement entre les États membres de l'UE et les institutions. Cette approche devrait être développée et présentée dès l'été 2026. Aux premières heures du matin, un essaim de drones kamikazes ukrainiens avancé a pénétré le réseau de défense aérienne multicouche du Kraï de Krasnodar. La cible principale de l'opération en profondeur était le terminal de pompage et de stockage de pétrole de Grushovaya, une installation hautement stratégique chargée d'approvisionner en carburant les forces navales et terrestres russes. Le Kraï de Krasnodar continue de perdre des hommes au front et de l'argent à l'arrière, tandis que le dictateur russe fait semblant que tout est sous contrôle. En mai, l'armée russe a perdu 7 fois plus de territoire qu'elle n'en a conquis, selon l'Institut pour l'étude de la guerre. Une situation similaire s'est produite le mois précédent également. En avril, les forces russes ont avancé sur une zone de 28 km², tandis que les forces de défense ukrainiennes en ont repris 116. Les troupes russes pénètrent dans les zones de combat, parfois sous la forme de très petits groupes de seulement quelques soldats, et y maintiennent une présence limitée, mais elles ne contrôlent pas le territoire au sens doctrinal du terme, selon une publication de l'Institut pour l'étude de la guerre. Depuis le début de l'année, les forces de défense ont libéré plus de 600 km² de terres ukrainiennes, a rapporté le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski.
les unités de système de drones continuent de jouer un rôle de premier plan. Par exemple, en mai, elles ont frappé plus de 88 000 cibles et neutralisé plus de 30 500 soldats russes. Les statistiques concernant les frappes à longue portée de l'armée ukrainienne sont également en hausse. Au cours du mois, les moyens de frappe en profondeur ont touché 111 cibles ennemies dans le complexe militaro-industriel, ainsi que dans les infrastructures énergétiques et de carburant qui servent l'armée russe. Les dommages économiques directs et indirects infligés à l'ennemi à la suite de l'opération de frappe en profondeur en mai se sont élevés à près de 1,58 milliard de dollars. Pour la première fois, dans le cadre d'un plan unifié, une série de frappes réussies a été menée contre des installations militaires, industrielles et du complexe énergétique de carburant à Moscou et dans la région de Moscou. Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, sur Telegram. Les 5 et 6 juin, des drones ukrainiens ont frappé des cibles stratégiques dans la région de Leningrad. Cela concerne la base de Kronstadt de la flotte de la Baltique, le dépôt pétrolier de Peragovskaya, le terminal pétrolier Nesté et l'arsenal de Bolchaïa-Ijora. Le 6 juin était le dernier jour du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, que le Kremlin considère comme son événement vitrine. Tout comme lors de la journée d'ouverture du SPIEF, les participants au forum ont pu observer l'efficacité des actions des forces de défense ukrainiennes. Le Gauleiter Beglov a annoncé qu'à ce forum économique de Saint-Pétersbourg, la ville serait présentée comme un centre maritime et, attention, comme un centre de technologie de drones. Comme nous pouvons le constater, la présentation a été un succès, mais c'est la présentation du côté ukrainien qui a marqué le moment des frappes sur le centre de technologie maritime, y compris les technologies de drones. Et imaginez seulement quel coût colossal pour la réputation du dictateur russe cela représente directement. En réalité, ce forum lui-même s'est depuis longtemps transformé en un événement rituel. Il avait été créé pour attirer des investisseurs, mais après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, il a clairement échoué à remplir son objectif. La part du capital étranger dans l'économie russe n'est que d'1 centième de %, selon les calculs du service de renseignement extérieur de l'Ukraine. Cependant, le dictateur russe préfère ignorer les phénomènes de crise dans l'économie russe, tout comme il ignore les échecs de l'armée sur le front. Poutine a publiquement rejeté l'appel du président ukrainien à une rencontre personnelle pour parvenir à la paix. Cette lettre ouverte a été bien trop visible dans le paysage international de l'information à l'échelle mondiale. C'est devenu un événement d'actualité géopolitique beaucoup trop sérieux et retentissant pour que même Vladimir Poutine puisse l'ignorer. Naturellement, il a absolument refusé toutes les initiatives de paix, ce qui n'est pas du tout surprenant pour la simple raison qu'il ignore systématiquement et délibérément toutes les initiatives de paix venant à la fois de la nation souveraine qu'est l'Ukraine et de divers autres pays internationaux à travers le monde. Récemment, les déclarations de Poutine concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine sont devenues de plus en plus étranges et éloignées de la vérité, ont noté des analystes du journal The Independent. Contrairement aux faits, le dictateur affirme que la Russie progresse avec succès sur le champ de bataille et que son économie est florissante. Selon les experts, l'absence de succès notable pourrait pousser Moscou à de nouvelles provocations pour étendre la guerre aux pays voisins. Andriy Dmitrenko pour la chaîne Freedom TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Ukraine Today et de rester avec nous. Prenez soin de vous et à très bientôt.